Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette table ronde au sujet au cœur de l'actualité, la santé bien commun. Avant de passer la parole à Olivier Garnier qui va présenter les enjeux de nos discussions, je vais vous présenter rapidement les uns après les autres et je vais malheureusement Inge Kohl ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Voilà. Olivier Garnier, vous êtes directeur général de la Banque de France et vous êtes ici aussi au titre de l'Association française de sciences économiques. Gaëtan Casanova, vous êtes président de l'Intersyndicale nationale des internes, le premier syndicat d'internes en médecine. Vous êtes interne en réanimation en Île-de-France et vous avez un parcours un peu particulier parce que vous avez aussi une casquette de juriste, vous avez une formation en droit. Nathalie Coutinet, vous êtes économiste à la Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes spécialisée en économie industrielle. Vous travaillez notamment sur l'analyse des stratégies des firmes pharmaceutiques et vos recherches portent également sur l'analyse économique des politiques de santé en Europe. Christian Schmitt de la Brélie, vous êtes le directeur général de Clésia, groupe de protection sociale. Vous couvrez quelques 3 millions de personnes en matière de santé, de prévoyance, de retraite. Vous avez fait toute votre carrière dans l'assurance. Vous avez commencé par le groupe AXA, puis Bayer Prévoyance, avant de rejoindre le groupe AG2R. Vous participez également au comité de direction de l'Agir Carco et du CETIP. Raphaël Wisniewski, vous êtes associé chez Andera Partners, une société d'investissement que vous définissez comme un gros artisan du private equity. Et vous, votre spécialité, c'est d'investir dans les médicaments et dans les dispositifs médicaux. Olivier, je vous laisse la parole pour introduire nos débats. Merci. Merci Élodie et bonjour à toutes et à tous. Alors, en tant que coordinateur, je vais un peu essayer de poser les concepts parce que c'est un très beau titre qui a été retenu pour cette session, la santé bien commun. Alors, je peux dire d'autant plus que c'est un beau titre, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, ce sont les organisateurs. Alors, quand on vous dit bien commun, il y a plusieurs sens, parce que le premier sens auquel on pense, c'est celui un peu de la philosophie politique, là, pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, ça va un peu d'Aristote à Rousseau, et le bien commun, c'est plutôt comment on concilie intérêt individuel et intérêt général. Pour reprendre un peu, pour paraphraser une formule, je dirais que normalement, on a plutôt tendance à dire dans cette logique-là, l'intérêt individuel s'arrête là où commencent les intérêts individuels des autres. Et donc, c'est comment concilier finalement les intérêts individuels. Et on voit bien qu'il y a cette problématique-là dans la santé, ne serait-ce, on y reviendra sans doute, dans le domaine de la vaccination. Typiquement, c'est à la fois une décision individuelle, mais il y a aussi une dimension intérêt commun, voire général. Et puis, il y a un autre sens, alors je dirais là, c'est plutôt le bien commun, et puis il y a peut-être au sens aujourd'hui de la théorie économique, c'est ce qu'on appelle les biens communs, alors qui est peut-être moins connu, même si en 2009, donc il y a la première femme prix Nobel d'ailleurs, qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel et qui est la spécialiste des biens communs. Alors qu'est-ce qu'on appelle les biens communs? Alors ceux qui ont fait de l'économie dans cette salle, et il y en a peut-être beaucoup puisque nous sommes aux rencontres économiques, connaissent un peu ce qu'on appelle à la fois les biens privés et puis les biens publics. Donc un bien privé, c'est un bien qui est à la fois ce qu'on appelle en économie rival et exclusif. Si j'achète une place de parking et je mets ma voiture dessus, ça veut dire que dans ce cas-là, une autre personne ne peut pas mettre sa voiture dessus. Et en plus, c'est exclusif, c'est-à-dire que j'ai le droit de mettre une porte ou une barrière sur mon parking pour empêcher les autres de prendre cette place. À l'opposé, il y a les biens publics, eux, qui sont non rivaux et non exclusifs. Par exemple, la défense nationale. Si, en tant que citoyen, je consomme en quelque sorte de la défense nationale, mais ce n'est pas parce que je consomme de la défense nationale que mon voisin, lui, ne peut pas consommer au même titre, il en consommera, et l'accès, tout le monde a accès à cette défense nationale. Alors, ce qu'on appelle le bien commun, là, c'est encore intermédiaire. Le bien commun, c'est quelque chose qui est rival, c'est-à-dire, mais qui n'est pas forcément exclusif. Et donc, l'exemple souvent pris dans la littérature, c'est par exemple une réserve d'eau dans un village. Donc, tous les habitants du village ont accès
à cette réserve d'eau, mais bien sûr, si certains vont plus tirer sur la réserve d'eau, ça veut dire que les autres en auront moins. Donc toute la question, c'est comment on régule l'accès à cette réserve. Alors vous voyez où je veux venir, c'est que finalement on peut dire que l'accès aux soins est aussi, on pourrait dire, un bien commun, dans la mesure, on l'a vu pendant la crise Covid, on a vu que les embouteillages dans les hôpitaux, il y a un nombre fini de places, de lits de réanimation. Donc, si Monsieur X accède à ce lit, à ce moment-là, il n'y aura pas de place peut-être pour Monsieur ou Madame Y. Et la même chose pour un certain nombre de traitements. Donc, juste pour conclure là-dessus et pour ouvrir la discussion, on voit que par rapport à cette approche-là des biens communs, il y a la question de régulation de l'accès, puisqu'on voit que c'est ni complètement par le marché, ni complètement par l'État qu'on peut réguler cet accès. Il y a la question de la gouvernance, et justement dans l'approche d'Ostrom, c'est de trouver comment, au niveau de la communauté, on peut s'organiser avec ces biens communs. Et puis, bien entendu, il y a la question derrière aussi du financement, entre financement public et financement privé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olivier. Olivier, vous évoquiez la régulation dans les hôpitaux. Gaëtan, vous étiez en première ligne pendant la crise dans ces hôpitaux. Et quels enseignements vous en avez tirés, notamment en termes de gouvernance ? Je vous remercie. Eh bien, oui, effectivement, moi, cet angle de la gouvernance, c'est l'angle que je trouve le plus important parce que, vous savez, la réaction qu'on a tous eue, c'est la réaction de n'importe quelle personne qui se retrouve agressée. C'est-à-dire que quand on subit une agression, on a tendance à se rétracter sur soi-même. Et les institutions, c'est la même chose. Lors de la première vague, donc, que j'ai vécu douloureusement, comme tous mes collègues, eh bien, on a vu toutes les institutions se rétracter sur elles-mêmes. C'est-à-dire le ministère se retrouver en vase clos à prendre des décisions uniquement entre eux, à donner des instructions au niveau des hôpitaux, au niveau des agences régionales de santé qui n'étaient pas toujours opérationnelles, pas toujours applicables. Et de la même façon, les hôpitaux, eux, ont eu tendance à se rétracter sur eux-mêmes. Et pour ça, on a créé dans la quasi-totalité des établissements des cellules de crise. Et en réalité, c'est ces fameuses cellules de crise qui ont géré la pandémie au jour le jour. Donc cette gouvernance, en fait, la crise, je crois qu'elle a été, tout le monde le dit, ça a été un révélateur de problématiques préexistantes. Et ce que ça a montré, notamment, c'est que l'échelon pertinent pour pouvoir gérer la santé, ça n'est pas l'échelon actuel. Actuellement, vous avez le ministère de la Santé et les ARS, qui sont des autorités déconcentrées. Et en réalité, ce qu'on remarque bien dans la lutte sur la pandémie, on a eu des mesures qui étaient quasiment calquées, quel que soit le territoire et quels que soient les niveaux de saturation des réanimations, par exemple. Eh bien, en fait, on se rend compte que l'échelon pertinent, il est probablement régional, voire même infra-régional. Et ça nécessite évidemment une vraie décentralisation. Et on commence d'ailleurs, depuis cette pandémie, on commence à entendre parler de décentralisation, en fait d'autonomie des ARS. C'est absolument certain. Le deuxième point qui est très important et qui existait déjà, c'est celui de la bicéphalité. C'est-à-dire que l'organisation hospitalière, en gros, c'est deux corps. Pourquoi je vous parle de l'hôpital ? Je comprenez bien que dans mon propos, je ne nie pas du tout l'apport de l'ambulatoire, du privé, etc. En fait, si je parle surtout de l'hôpital et des CHU, je vais vous le dire, c'est un, parce que le temps est limité, et deux, pour une autre raison, c'est parce que c'est eux qui ont été au centre de la décision dans la lutte contre l'épidémie. Donc vous m'excuserez de ne pas parler de l'ambulatoire et des autres organisations. Et dans les CHU, qui représentent quand même 50% de l'hospitalisation, vous avez deux corps qui sont quasiment imperméables. Le premier, c'est celui des PUPH, les professeurs d'université praticiens hospitaliers. Ce sont des professeurs donc, à qui on a donné une quadruple casquette. Ils sont enseignants-chercheurs, ils sont cliniciens, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge des patients, et ils sont managers. Le problème, c'est que ce management, qui est essentiel pour l'efficacité du service, pour protéger ce bien commun, le rendre le plus efficace possible, eh bien, ce management, il n'est pas enseigné. Et donc on y va, comme on dit, au talent. Et vous savez bien que le talent, il n'est pas partagé de façon équitable entre tout le monde. Et là, on a bien vu que, suivant les types de managers qu'on avait, on avait des zones
des CHU, des hôpitaux où ça s'était extrêmement bien passé, et d'autres où ça a été absolument catastrophique. Donc ce corps des professeurs d'université, il vit presque parallèlement à l'autre, qui est celui des directions hospitalières. Et les directions hospitalières, c'est aussi un corps très monovalent qui a été formé dans la même école, avec des vraies difficultés qu'on a vues au cours de ces dernières années. C'est quand vous avez, je vais vous donner un exemple très concret, c'est quand vous voyez un directeur d'hôpital lancer un plan pluriannuel, commencer on va dire, à tout ratisser pour commencer à mettre en place ce plan et partir au bout d'un an au cabinet, par exemple. C'est ce qui s'est passé à Toulouse. Ça, évidemment, ça a eu Gaëtan, des conséquences. Je me rappelle juste au temps pour vous, excusez-moi, il va rester 2 minutes. Pardon. Oui, j'ai eu. Le meilleur exemple de ce fonctionnement en parallèle, je vais vous le donner. Moi, j'ai été en réanimation, en anesthésie-réanimation, dans une très grande maternité parisienne, une des plus grosses de France. Et dans cette maternité, l'ensemble de l'hôpital est informatisé. Tous les dossiers des patients sont informatisés. Tout l'hôpital, tout sauf un service, qui est la maternité. C'est dommage, puisque c'est une des plus grandes de France. Pourquoi ? Parce que le chef de service a dit « tant que je serai là, il n'y aura pas d'informatisation ». Et donc on se retrouve avec des secrétaires qui font de l'archivage, avec des dossiers qui se perdent, et avec derrière, il faut le voir, c'est pas qu'une question administrative, une perte de chance pour le patient, c'est évident, et un coût augmenté. Voilà, cet exemple, je crois qu'il montre cette difficulté de l'évolution en parallèle. Donc moi, si je devais terminer sur la gouvernance et sur ce qu'il nous faut pour arriver à préserver ce bien commun, c'est décloisonner, c'est-à-dire ne pas laisser les médecins ensemble, ne pas laisser les directeurs d'hôpitaux, c'est faire rentrer la société civile, des économistes, des architectes, des historiens, des sociologues au sein de l'université et l'ensemble du monde privé pour arriver à nous donner des idées. C'est décloisonner en travaillant avec le privé, en travaillant avec l'ambulatoire, et c'est de terminer une bonne fois pour toutes cette bicéphalité terrible qui gangrène nos hôpitaux. Je vous remercie. Merci Gaëtan. Merci Gaëtan pour ce témoignage et ce message pour une nécessité de réformer la gouvernance, puisqu'on l'a bien saisi dans votre intervention, c'est essentiel de garantir l'accès à la santé. Et comment, au titre d'une société, d'un point de vue économique, Nathalie, on peut garantir une santé comme bien commun ? Bonjour, merci. Alors, moi, je vais repartir mon intervention de ce qui a été dit par M. Garnier tout au début, c'est-à-dire sur la notion de bien commun, telle que, effectivement, l'a définie Holmstrom il y a quelques années. Et associé au bien commun, il y a la notion de commun. Et commun et bien commun sont des choses qui sont proches, mais relativement néanmoins différentes, puisque un bien commun doit ou nécessite une gestion par un commun. Parce que toutes les définitions qui ont été données étaient effectivement justes, et M. Garnier a terminé son intervention en disant « mais il y a un problème de gouvernance, il faut qu'il y ait une gouvernance particulière pour ces biens communs ». Et c'est justement là où intervient la notion de commun au sens d'Holmstrom, qui est une forme d'institution qui va établir des règles de gouvernance de ce bien commun, c'est-à-dire donner à tous les membres d'une communauté qui se retrouvent autour de ce commun à la fois des droits d'accès, mais aussi des devoirs. Et si on reprend l'exemple de l'eau qui a été donné dans une commune, eh bien effectivement, tous les habitants de cette commune ont un droit à la fois de prélever la ressource, mais aussi d'en garantir la préservation, et donc ont des devoirs par rapport à cette ressource. Et donc si on considère la santé et le médicament, puisque c'est une question qu'on va également aborder, comme des biens communs, ça veut dire qu'il faut leur associer une gouvernance de commun. C'est-à-dire que ce n'est pas une gouvernance étatique. Et on a vu qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de biens communs que peuvent être la santé, l'éducation, eh bien l'État, pour des multiples raisons, n'assure pas toujours l'accès et la préservation de ces ressources. Et donc, il est nécessaire, et le privé évidemment non plus, puisque sous la forme privée, eh bien, il y a une appropriation du bien commun, ce qui n'est pas dans la lignée des travaux d'Holmstrom. Et donc, il faut construire des communs. Et pour la santé, je reprendrai les travaux à la fois d'Holmstrom et de Benjamin Coriat autour des communs sociaux,
C'est-à-dire que la santé fait partie de ce que peut appeler des communs sociaux, comme la retraite ou comme l'éducation. Pourquoi ce sont des communs sociaux? Parce qu'ils ont un certain nombre de caractéristiques, et notamment, ils ont une complexité à la fois de financement, et c'est assez clair sur la santé, mais aussi ils nécessitent de la redistribution, puisque la santé et la nécessité, si on veut que la santé soit un bien commun, c'est qu'il faut garantir l'accès, et l'accès pour tous. Donc il y a vraiment une question de financement qui se pose. Et à partir de cette définition de commun, eh bien, on voit que là, ce n'est pas un saupoudrage de réformes qu'il faudrait faire pour que la santé soit traitée comme un bien commun, c'est une transformation de son mode de gouvernance, non plus uniquement étatique, mais de manière beaucoup plus démocratique. Aujourd'hui, les patients, les citoyens que nous sommes avons perdu une grande partie de notre capacité à agir sur les remboursements, les déremboursements, sur les secteurs 2. C'est aujourd'hui l'État qui décide. Donc il y a une perte de démocratie sanitaire autour de la gestion de la santé, hein, contrairement à ce qui avait été créé en 1945. Je vous rappelle qu'en 1945, c'était les patients, finalement, c'était la population qui gérait la sécurité sociale, c'est-à-dire qui décidait finalement à la fois des financements et des redistributions. Aujourd'hui, c'est l'État qui le fait, et la crise sanitaire a également montré quand même que à la fois l'hôpital public, mais aussi la question des médicaments, et on y reviendra sur l'accès aux vaccins, eh bien, sont sous-financés, ont des problèmes de financement, et donc réfléchir, hein, ce que je voulais dire, mon message principal, puisqu'il me reste 1 minute, c'est de dire, si on veut que la santé, ou si on considère que la santé est un bien commun, eh bien, ça nécessite de construire un mode de gouvernance particulière de ce bien commun, au sens, encore une fois, au sens d'Ostrom, c'est-à-dire de construire un commun de santé. Merci beaucoup. Et du coup, pour construire ce commun, il faut aussi penser son financement. Christian Schmitt de la Brélie, comment on peut assurer et partager les coûts de cette santé bien commun? Alors sans aller directement dans le financement, sur lequel en 5 minutes on ne pourrait pas forcément aller jusqu'au bout, la première chose, et Olivier a très bien passé les bases entre, et l'analyse par notre économiste précédente était très claire sur la notion de bien commun dans une démarche qui n'était pas d'une res publica, hein, au sens public, mais d'une res communis. Alors res communis, on n'a pas forcément la même interprétation, vous et moi, du res communis, que je considère personnellement comme une véritable alliance pertinente du public et du privé, et pas d'une logique du communisme au sens où on pourrait l'entendre dans cette logique de bien commun. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est force de cette pandémie que finalement, dans les pays sur lesquels on avait bien une alliance de gouvernance entre le public et le privé, que les choses ont le mieux fonctionné. On l'a vu notamment dans un pays peut-être petit en matière de nombre d'habitants qui était Israël, sur lequel l'alliance du privé avec un grand laboratoire pharmaceutique et du public a montré le succès que l'on constate de ce pays actuellement face à cette pandémie. On le voit aussi globalement dans des systèmes dont l'efficience à travers un certain nombre de critères a été menée, que ce soit l'Allemagne et la France, dont la pertinence de notre système de santé conjuguant public et privé est plutôt positive. À l'inverse, on voit, je reprends toujours les États-Unis, avec un taux de consommation de santé qui représente près de 19% du PIB et dont l'efficacité peut être interrogative par rapport à la France, sur lequel le taux de la santé représente à peu près 13% du PIB, si mes souvenirs sont bons. Donc clairement, l'avantage de l'alliance du public et privé, c'est peut-être le meilleur des deux. La santé n'a pas de prix, on parlait de financement, mais elle a un coût. C'est d'abord un droit. C'est d'abord un droit, et peut-être la preuve que c'est un droit, les entreprises s'en saisissent. Les entreprises, pas forcément productrices de soins, mais toutes les entreprises. C'est en France un enjeu du dialogue social qui est particulier. On s'aperçoit qu'avant de parler salaire, la préoccupation de nos représentants, organisations syndicales, et le discours qu'on peut avoir
avec l'employeur, la DRH, notamment autour de la qualité de vie au travail que l'on voit dans ces formes encore plus dématérialisées du présentiel et du distanciel et dans une nécessité de recréer du collectif, que quelque part ce droit est pris par les entreprises et pris par les partenaires sociaux. Le deuxième point, et pourquoi les entreprises le prennent, les entreprises ne s'occupent pas des malades. On voit bien que ce sont peut-être le système public, les patients qui vont s'occuper des malades. L'entreprise, elle s'occupe des biens portants. Elle s'occupe des biens portants, et si on parle de santé, on ne parle pas de maladie, forcément. Et si on parle de santé, on voit que derrière tous ces systèmes, la prévention, qui peut s'entourer autour de dispositifs de qualité de vie au travail, mais la prévention qui est organisée par les partenaires sociaux est très active dans ce domaine. L'espérance de vie des actifs au travail étant bien plus longue que l'espérance de vie, malheureusement, des personnes en situation de chômage. On le constate à travers un certain nombre de programmes qui ont été mis en place dans les branches professionnelles que l'on protège. Je pense au monde du transport routier de marchandises et de voyageurs, avec tout un programme de prévention. Ils ont des obligations annuelles de certification. Ce n'est pas comme le commun des mortels qui passe son permis à 18 ans et qui le garde jusqu'à la fin de pouvoir conduire. Mais tous les ans, nos transporteurs ont des obligations de rappel à de la conduite. Et derrière, nous rentrons dans ces dispositifs, des dispositifs obligatoires qui leur permettent de mieux faire face à des problématiques d'addiction, à des problématiques de comportement, de troubles musculo-squelettiques. Et quelque part, on voit que les choses payent. Nous protégeons une autre branche qui a été pas mal soutenue, qui était la branche hôtel-café-restaurant. Là aussi, tout ce que nous avons travaillé en matière de soutien psychologique était plutôt positive. Et on voit dans les entreprises naître, notamment en contrepartie du télétravail, toutes les notions de soutien scolaire qui sont un élément qui contribue à la santé, entre guillemets, des actifs qui peuvent gérer en parallèle leur famille à domicile. Merci beaucoup. Vous évoquiez du coup l'importance en fait d'un partenariat entre le public et le privé sur ces questions de santé. On le voit particulièrement, vous évoquiez le vaccin, sur le médicament. Du coup, Raphaël Wisniewski, comment on fait pour financer des médicaments innovants et qu'est-ce qu'on a appris ces derniers mois? D'accord. Écoutez, bonjour. Donc là, le thème, c'est santé bien commun. Moi, je vais aborder ça du côté du bien, puisque pour qu'il y ait un bien commun, il faut qu'il y ait un bien. Et généralement, il faut qu'il y ait de l'innovation pour fournir des nouveaux biens, que ce soit des services. Ça, c'est plutôt sur la partie hospitalière ou la partie médicaments, dispositifs médicaux, la partie produits. Bon, donc moi, c'est mon métier, je finance l'innovation médicale. Et donc, je voudrais faire un zoom sur cet aspect-là. D'abord, et en très peu de temps, dire qu'il y a des très bonnes nouvelles, mais en même temps des défis qui se posent à nous dans cette période récente. Première bonne nouvelle, comme le vaccin l'a montré, on est dans un trend, dans une tendance, un train de l'innovation qui est formidable. Il y a des améliorations, des avancées qui sont majeures depuis une décennie, avec des nouveaux médicaments donc dans la virologie, l'hépatite C, le vaccin récemment, des avancées très importantes en cancérologie, etc. Il y a beaucoup de besoins encore, mais il y a vraiment de nouvelles solutions qui arrivent. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça pose des défis et de deux ordres. Premier, c'est que ces traitements innovants sont très coûteux. Donc il y a des problèmes justement pour le système social de remboursement, de comment le système aborde ces nouveaux médicaments. Et comme il y a un train d'innovation qui est très puissant, il y aura vraiment des questions qui vont devoir être tranchées pour prendre le remboursement de ces innovations. Puis alors, il y a un deuxième sujet qui est où sont faites ces innovations. Et là, ça pose un problème de souveraineté. C'est vraiment, on va dire, la perte de vitesse de l'Europe et de la France. Donc, l'essentiel de l'innovation se fait notamment aux États-Unis. L'Europe produit de moins en moins d'innovation et la France a une portion qui est vraiment infime. Et là où le bas blesse, c'est qu'il y a un différentiel très, très, très marquant dans le financement. Il faut savoir que les États-Unis, dans les financements de sociétés privées, donc moi je finance les startups, financent 5 fois plus
en montant que l'Europe dans le privé et dans le public, dans les marchés publics, c'est de 15 à 40 fois si on prend différentes périodes. Donc on voit vraiment qu'il y a un écart qui est en train de se creuser. Et alors là, l'autre mauvaise nouvelle, c'est que j'ai regardé du côté de l'Occident, de l'Ouest, et l'Asie, en 5 ans, a rattrapé l'Europe et donc est en train de nous dépasser. Donc vraiment, il y a une problématique de souveraineté nationale, de où est-ce qu'on produit cette innovation. Alors, c'est paradoxal parce qu'en fait, ça pourrait vraiment permettre de résoudre une équation pour plusieurs parties, à la fois les épargnants, parce que le secteur de l'innovation offre des rendements qui sont très intéressants, évidemment les patients, et j'aurais dû dire les patients premiers, parce qu'il y a vraiment de plus en plus de solutions qui arrivent pour les patients. Et enfin, pour le tissu industriel, ça aussi, c'est hyper important parce que là, on est vraiment dans le domaine de l'innovation qui crée des emplois super qualifiés et donc ultra important pour notre tissu national et européen. Donc, il faut vraiment trouver des solutions pour que en fait, cette équation marche. On a effectivement un problème d'accès à ces nouveaux médicaments parce qu'on sait bien qu'ils coûtent extrêmement cher, c'est des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Il faut qu'il y ait une solution un peu créatrice entre les systèmes de sécurité sociale, les acteurs privés et les financiers qui permettent, si vous voulez, par exemple, avec un paiement à la performance ou un paiement échelonné, là on a un problème, on a toujours des considérations budgétaires annuelles, donc la Sécu se retrouve devant une avalanche de coûts qui arrivent, mais il faut voir que les bénéfices de ces nouvelles thérapies, notamment géniques, peuvent se mesurer sur de nombreuses années, donc il faut trouver des systèmes qui permettent de financer sur plusieurs années, créer des fonds qui pourraient permettre de monétiser les redevances que les industriels toucheraient au fur et à mesure. Ça, c'est sur la partie coût pour la sécurité sociale. Et évidemment, il faut absolument trouver des moyens de mettre plus de puissance dans le système de financement de l'innovation en Europe. Notamment, il manque la grande force des États-Unis, c'est le marché public, le Nasdaq. Évidemment, il n'y en a pas du tout en Europe. Donc là, il faudrait trouver un moyen de à la fois former des analystes, flécher de l'épargne, et dans le financement des start-up, il y a un tel différentiel par rapport à d'autres géographies qu'il faut flécher beaucoup plus de fonds dans la technologie en général et dans les sciences de la vie. Et il y a des initiatives récentes, notamment Tibi, qui ont fléché de l'argent dans l'investissement privé et public. Il faut encore plus en faire dans les sciences de la vie quand on voit l'écart se creuser par rapport aux États-Unis et j'ai craint par rapport à l'Asie. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir la discussion entre vous, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je m'en ferai le relais. On ouvrira une séance de questions 10 minutes avant la fin de la session. Mais peut-être, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le médicament, Nathalie Coutinet, est-ce que vous partagez cette analyse de problématiques de financement du médicament et de part publique-privée dans le financement du médicament? Alors, oui, bien sûr, il y a dans le financement des médicaments, et on l'a vu avec l'exemple du vaccin contre la Covid, des financements publics qui sont extrêmement importants. Alors pas en France, mais aux États-Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni, l'État est fortement intervenu pour financer les recherches. Et puis les firmes pharmaceutiques, dont c'est le métier, ont aussi évidemment financé, et les startups ont financé cette recherche. Ce que je voudrais ajouter, c'est puisqu'on est quand même sur la notion de commun, c'est que peut-être que ça paraît un petit peu utopique ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais je vais vous donner un exemple concret d'un commun qui fabrique et qui fait de la recherche de médicaments, pour montrer que c'est tout à fait faisable et ça échappe finalement aux logiques traditionnelles, publiques ou privées, puisqu'on est sur une autre logique. Il existe en Suisse une ONG qui s'appelle DNDi et que certains d'entre vous peut-être connaissent, et qui fait de la recherche et développement, qui finance de la recherche et développement pour développer des traitements à la fois sur les maladies rares, négligées, mais également sur l'antibiothérapie,
puisque vous savez aujourd'hui que le défi à relever, c'est la question des antibiotiques. Et cette ONG travaille avec Sanofi, par exemple, donc avec des partenaires privés et connus, mais sur une logique d'accès au traitement et non pas sur une logique de rentabilité financière. Et donc la première démarche de DNDi, quand ils mettent en place des projets de recherche, c'est de réfléchir au prix du médicament tel qu'il pourra découler, et de voir comment ce prix est supportable par les différents pays acheteurs de ces traitements. Et ils ont découvert notamment un traitement contre le paludisme qui fonctionne très bien. Ils travaillent aussi maintenant à la fois sur le Covid et sur l'hépatite C. Et donc ce modèle montre que, alors j'ai pas le temps de vous expliquer en quoi c'est un commun, mais pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à cette ONG suisse qui découvre des médicaments, les fait produire, les livre sur les différents marchés à des prix différenciés en fonction des niveaux de revenus des pays. Et ce qui montre qu'on peut faire de la recherche et développement, de trouver des médicaments sous des formes différentes, avec d'autres façons de gérer la propriété intellectuelle. Peut-être Christian Schmitt de la Brélie, sur cette question du coup de l'accès aux pays en développement, aux vaccins, aux traitements. Aujourd'hui, on a vu que le vaccin était un bien commun, mais qu'il y a un fossé qui se creuse entre l'Occident et puis les autres pays. Quel est votre point de vue là-dessus? Comment on pourrait garantir une meilleure équité dans l'accès au traitement? La partie de la Covid est un peu l'exception qui confirme la règle. On le voit sur ces fameux partenariats publics-privés sur lesquels, si c'est un exemple, c'est peut-être le seul sur lequel le privé ne va pas gagner d'argent, entre guillemets, que ce soit les laboratoires les plus compliqués en matière de vaccination sur la Covid. Ce qui n'est pas la généralité d'autres sujets lorsque vous parlez de paludisme ou d'autres actions au sens large. Globalement, c'est vrai que nous avons un système qui est organisé dans ce sens. Cette logique de res communis vis-à-vis des pays en voie de développement, je pense à l'Afrique et autres sujets, est organisée cette fois-ci par une notion de res publica, c'est-à-dire d'une intervention des États qui cherchent à contribuer pour se protéger peut-être, à avoir une diffusion beaucoup plus large du vaccin dans le monde dans ce sens-là. Donc là aussi, on voit une démarche du public qui est bien de ne pas travailler que pour sa propre, je dirais, son propre champ d'activité et d'aller au-delà dans une démarche d'intérêt général. Raphaël Wisniewski, sur ce que disait Nathalie Coutinet sur cet exemple précis et sur ce que vous évoquiez. Écoutez, je suis très sensible au problème de l'antibiothérapie, puisque nous-mêmes finançons ce secteur-là, et qui est très compliqué, puisqu'en fait, finalement, vous savez que la recherche en médicaments coûte extrêmement cher et extrêmement aléatoire. Et généralement, il y a très peu de gagnants. Donc, en fait, finalement, quand on commence, on a plus de chances de perdre que de gagner. Donc, ça demande énormément de capitaux, ça demande une répartition des risques. Et il y a certains secteurs où, finalement, en fait, si vous n'êtes pas mort à l'arrivée après avoir échoué, finalement, vous ne pouvez pas gagner votre argent. Et donc, donner un rendement et un retour sur le risque qui est pris, notamment sur les antibiotiques, puisqu'en fait, finalement, généralement, on essaye de ne pas utiliser les antibiotiques pour éviter de créer des résistances aux antibiotiques. Donc le modèle des antibiotiques, il est totalement cassé. Et franchement, s'il n'y a pas une résolution de ça, on n'en a qu'à n'en prendre qu'à nous-mêmes, collectivement, puisque finalement, on va rentrer à l'hôpital et se taper une maladie nosocomiale, alors qu'on rentre pour autre chose. Donc là, vraiment, il y a un problème très pratique. Je pense que, si vous voulez, il y a plein de modèles différents. La réalité, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir, si vous voulez, pour ceux qui prennent des risques, un juste retour dans l'équilibre général des systèmes de santé,
pour ce qui est vraiment de la prise de risque. Parce que je rappelle que 2/3 de l'innovation médicale provient des startups qui prennent des risques généralement sur un médicament pour fournir finalement une solution. Et pour finir, regardez d'où viennent les vaccins. Quasiment tous les vaccins ont été créés par des startups. Merci. Gaëtan Casanova, Olivier Garnier, en introduction des débats, donnait une place particulière au vaccin dans le bien commun, puisque c'est à la fois pour se protéger et un choix collectif. Aujourd'hui, la question du vaccin dans les hôpitaux est sur le devant de la scène avec l'obligation vaccinale pour les soignants. Je voulais votre réaction à ça. Et je vous voyais également dans la même lignée acquiescer à ce que disait Nathalie Coutinet sur le manque de démocratie en santé et d'implication des différents acteurs des patients. Voilà, comment impliquer davantage dans le système de santé Merci pour cette double question. Alors, la question de l'obligation vaccinale, je dois dire que, par principe, initialement, j'ai tendance à être opposé aux obligations de soins, quels que soient les traitements. En revanche, je dois bien dire qu'on est au cœur du sujet là-dessus. Pourquoi on se fait vacciner? Je donne un exemple. Moi, j'ai 32 ans, je suis en bonne santé, j'ai cette chance-là. Et pourtant, depuis des années, par exemple, je me fais vacciner contre la grippe. Je ne le fais pas pour moi. Si je trempe une mauvaise grippe, je vais passer une semaine au lit, et puis voilà. Je le fais pour moi, à minima, mais je le fais surtout pour mes patients et pour mes proches. Là, aujourd'hui, dans les EHPAD, notamment, évidemment, c'est là où les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, donc c'est aux endroits où il y a le plus besoin d'être protecteurs, là où il y a les personnes les plus vulnérables, que les professionnels de santé sont les moins responsables. Je crois qu'il faut dire le mot tel que je le pense. Donc ce qui est certain, c'est que normalement, c'est cette conscience de la nécessité de le faire pour les autres qui fait partie aussi de notre engagement, qui doit nous pousser à nous vacciner. Et je commence, malheureusement ou pas, à partager cette idée qu'effectivement, si l'intelligence n'amenait pas à cette conclusion-là, eh bien, parfois, il faut que ça se fasse par le biais de la loi ou du règlement. Sur la deuxième question que vous m'avez posée, comment on fait pour instaurer de la démocratie sanitaire? C'est bien ça. Eh bien, comment on fait? Je vais dire quelque chose de dur pour mon corps médical. Je veux dire, la première chose à faire, c'est de considérer... Vous savez, le médecin, c'est celui qui explique au garagiste comment réparer la voiture. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de commencer par comprendre nos limites, la nécessité de faire intervenir les autres corps. Quand je dis les autres corps, je pense aux soignants, les infirmières, les personnels techniques, etc. Mais je pense à tout le reste de la société civile, entre guillemets. On le voit aujourd'hui, il y a des problèmes, je parlais de management, faire venir des DRH, par exemple, je vous assure que quand des DRH du privé ouvre la porte d'un service d'hôpital, il la referme immédiatement à la claquant en se disant mais qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est totalement sidérant, on est vraiment dans un microcosme absolument démentiel. Donc ce démocratie, c'est pas du marketing, on l'a fait pourquoi? Tout simplement parce que on se rend compte, en général, quand on a quelqu'un qui sait bien mener des débats, quand il y a quelqu'un qui sait faire éclore des idées, qu'on est toujours plus intelligent quand on arrive à avoir on a tous un point de vue, vous savez, très monovalent. Ben c'est cette adjacence de points de vue très monovalents qui permettent de faire émerger des idées un peu intelligentes. Et s'il y a une chose sur laquelle je devais terminer, on parle beaucoup, vous savez, nous les médecins, de médicaliser la gouvernance. Alors moi je dis, il faut médicaliser, oui, pourquoi pas, mais si par médicaliser la gouvernance, on entend nous mettre ensemble autour d'une table et rien que nous, j'avais dit dire surtout pas. Faites exactement l'inverse. La meilleure chose que l'hôpital et que le monde politique puisse faire pour nous, c'est de nous diluer. Diluez-nous, on en a bien besoin. N'hésitez pas à poser vos questions. Oui, pardon, peut-être qu'un micro va vous être apporté. Pardon, on a... Merci. Je voudrais faire une remarque au propos du docteur Casanova. Je suis médecin aussi. Il se trouve que la démocratie sanitaire, elle existe, mais il faut s'en saisir. Je vais donner 2 exemples.
les conseils d'administration, qu'on appelle maintenant conseils de surveillance des hôpitaux, sont présidés par le maire de la ville. Et ce conseil de surveillance a un pouvoir assez important sur le projet de soins de l'hôpital. Donc si le maire préside, on peut estimer qu'il y a un petit peu de démocratie, puisque le maire est élu par la population. Ça, c'est la première remarque. La loi HPST a donné des compétences aux conseils municipaux qui peuvent aujourd'hui s'emparer des problèmes sanitaires et qui peuvent porter des projets avec des moyens, en collaboration bien sûr avec le public et le privé. Donc on ne peut pas dire que la démocratie sanitaire n'existe pas en France, il suffit simplement que les élus s'en saisissent. Le problème des élus, c'est que souvent ils ne sont pas au courant que ces propositions ont été faites et ils ne s'en saisissent pas. C'est un autre débat. Ensuite, je voudrais parler d'économie de la santé. Je crois qu'il faudrait définir aujourd'hui ce qu'on appelle le juste soin. Parce qu'en fait, la porte est ouverte à tous les soins, tout est remboursé. Et quand on analyse un petit peu ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a énormément de soins qui ne servent strictement à rien et qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Il faudrait définir ce panier de soins, un panier de soins qui serait la conséquence du juste soin. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais c'est une bonne question qu'on peut poser à nos intervenants, de savoir quel est le bon niveau de soins selon vous et qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients. Et pour reprendre ce que disait Christian Schmitt de la Brélie, pas uniquement aux patients, aux gens qui ne sont pas encore malades. L'organisation du système de soins en France, justement, permet, entre guillemets, sans définir le juste soin, puisque vous avez vu toutes les réformes permanentes de l'organisation du système de soins avec le fameux reste à charge zéro qui vient d'être le dernier millefeuille se rajoute en réforme. Mais globalement, lorsqu'on arrive à conjuguer justement un secteur public et un secteur privé, on s'aperçoit qu'à la fois permettant une médecine ambulatoire, une médecine libérale, d'avoir des démarches qui sont en dehors d'une définition d'un remboursement à un prix X, le fait d'avoir dans une conjugaison publique-privée, dans une conjugaison de financement et de remboursement à la fois par une assurance maladie obligatoire et une assurance maladie complémentaire qui sait cibler son client bien important et pas s'occuper uniquement du malade, le fait de définir en fonction de l'individu ou d'un groupe d'individus. Nous n'avons pas défini le même panier de soins, par exemple, pour la branche du transport que je protège, à côté de la branche des hôteliers, cafés, restaurateurs, ou à côté, je vais vous parler d'une branche que je protège, des pharmaciens d'officine et de leurs salariés dans ce dispositif. Donc on voit bien dans cette conjugaison du public et du privé, tant la réflexion finalement des paniers de soins que de la réflexion sur les remboursements, que dans la réflexion des acteurs qui peuvent être publics et privés, une action, je dirais, bénéfique derrière une démocratie sanitaire, derrière le fait que les partenaires sociaux et acteurs de l'entreprise s'en saisissent et démontrent. Je vais vous donner l'exemple de la branche des transporteurs, sur lequel, avec la CSMF, nous avons organisé une rencontre prévention, donc une consultation prévention qui dure 1 heure, spécifiquement par rapport à des transporteurs dont, je dirais, l'espérance de vie, si c'est le dernier critère, mais en tout état de cause, on voyait le taux d'accident du travail était beaucoup plus fort que dans d'autres professions et qui permettent finalement de remonter globalement, je dirais, la qualité de vie de ce secteur d'activité. Donc on ne peut pas normaliser au sens, je dirais, global et de ne voir qu'une tête, mais bien une approche qui est prise en compte par chaque secteur professionnel. Je parle de la santé sur l'angle collectif et avec des variations différentes de préoccupations dans ce dispositif. Vous parliez de vaccination antigrippale. Nous avons été les premiers, il y a 5 ans, à organiser pour les salariés des pharmacies d'officine un remboursement total de la vaccination antigrippale. Et globalement, on voit que le taux de personnel vacciné dans les 130 000 salariés de ce secteur d'activité commence à monter peut-être plus rapidement qu'il n'était prévu dans ce dispositif. Peut-être en 2 mots, car le temps nous est compté. Nathalie Coutinet et Gaëtan Casanova, vous, votre notion d'un juste soin, ce serait quel niveau de soin? Alors, juste peut-être pour revenir sur la question de la démocratie sanitaire, vous avez parlé de l'hôpital. Effectivement, il y a peut-être un peu plus de démocratie sanitaire à l'hôpital, mais il n'y en a pas du tout quant à la définition de l'ONDAM, quant à la question des soins remboursés ou pas remboursés. C'est uniquement l'État qui décide.
Donc il n'y a pas de consultation. Est-ce que les citoyens préféraient être mieux remboursés pour tel type de soins et moins pour tel autre type de soins? Finalement, il n'y a pas de discussion. Est-ce que les citoyens préféraient peut-être cotiser plus pour la santé, mais avoir une meilleure prise en charge? C'est des questions qui ne sont jamais posées finalement. Il a été décidé qu'il fallait contenir les dépenses de santé, alors qu'on sait que le coût des soins et le coût des médicaments, d'ailleurs ça a été dit, ont plutôt tendance à augmenter. Donc ce n'est pas des questions qui sont débattues collectivement. Je ne cherche pas du tout à imposer un point de vue, je dis juste que sur un certain nombre de questions, il n'y a plus de démocratie sanitaire et que je pense que c'est un problème. Alors quant au panier de soins, le panier de soins il existe, hein, il est pris en charge par la sécurité sociale. Ce panier de soins il est maintenant complété par des complémentaires, plus ou moins bien selon la complémentaire que l'on a. Et je peux vous dire moi en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, ma complémentaire elle est absolument épouvantable. Et parce que ce que l'État a imposé aux entreprises privées, c'est-à-dire une complémentaire d'entreprise, l'État ne se l'est pas imposé à lui-même. Et que la prise en charge des soins en ville, l'ambulatoire aujourd'hui, par la sécurité sociale, c'est autour de 50%. C'est des données qui ont circulé depuis très longtemps. Et que si vous n'avez pas de complémentaire ou si vous n'avez pas une bonne complémentaire, en raison des dépassements d'honoraires, d'un certain nombre de choses, eh bien, votre prise en charge de votre panier de soins, elle est devenue de plus en plus faible. Sur l'ambulatoire, je ne parle pas de l'hôpital, je parle de l'ambulatoire. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut effectivement redéfinir collectivement ce que nous souhaitons qu'il soit pris en charge par la sécurité sociale. Peut-être moins, si démocratiquement on décide que c'est moins, ben, ça sera moins, mais il faut qu'il y ait une discussion, de mon point de vue, démocratique autour de ces questions. Oui, Gaëtan. Alors, voilà. désolé Voilà. pour les questions, mais on va arriver à... J'en prends vraiment une toute dernière parce que nous allons arriver à la fin du temps réglementaire. Donc, pardon. je voudrais revenir au bien commun. La santé est un bien commun essentiel, puisqu'il s'agit de la vie. Vous avez posé le problème du financement. Je crois qu'il y a un rapport avec le politique. On vient d'avoir un candidat au présidentiel précédemment, à la table ronde précédente, qui s'est agité avec frénésie sur l'insécurité, qui nous parle aujourd'hui d'austérité. Je me demande comment imposer la santé comme priorité en sortie effectivement de cette crise-là. Qui veut répondre et avec une contrainte très forte, c'est le temps. Gaëtan Casanova, je vous en prie. Je vais faire un exercice de concision pour changer. Malheureusement, monsieur, je crois que le sujet ne sera pas lors des présidentielles. Pas que je ne le souhaite pas. Vous imaginez bien que je le souhaite, mais je crois que les autorités politiques ont tout intérêt à ne pas évoquer ce sujet trop longtemps et à essayer de faire tourner la page. Donc la réponse est là, je crois qu'elle est très pragmatique. Ça ne sera malheureusement pas un sujet. Et pour répondre en même pas une minute sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire sur le juste soin et le financement, vous savez, aujourd'hui, on a un système de financement à l'activité. Je ne vais pas revenir dessus, mais en gros, plus vous faites de l'activité, et mieux vous êtes rémunéré. Alors ça a des bons et des mauvais côtés. Là aujourd'hui ça a surtout des mauvais côtés. Moi je crois que c'est faire rentrer vraiment la culture de la qualité à l'hôpital qui est absolument inexistante. Et c'est quoi le juste soin? C'est d'avoir des critères qui sont des critères médico-économiques et des critères de qualité de soins qui aujourd'hui ne sont pas mis en compte aujourd'hui. Si vous faites de l'argent comment? Si vous multipliez les actes, pas si ces actes ont été pertinents, pas si ces actes ont été efficaces. C'est ça en réalité qui va permettre d'avoir... Alors ça ne dit pas qu'on va peu dépenser. Ce qui est certain, c'est qu'on dépensera bien. Et ce sera déjà pas mal. Un grand merci à tous pour vos interventions. Et je vais laisser le mot de la fin à Olivier Garnier. Oui, alors je ne vais pas, comme il reste qu'une minute, je ne vais pas faire de conclusion. Peut-être juste en 30 secondes dire ce que je tire de ce débat, avec à la fois peut-être une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que finalement, en écoutant tous les intervenants qui ont des expériences pourtant très différentes dans le private equity, à l'hôpital, etc., il y a un diagnostic commun qui est que ce que j'appellerais un peu le ni-ni, c'est-à-dire ni le tout État, ni le tout marché dans le domaine de la santé. La mauvaise nouvelle, c'est plutôt après sur comment on fait, c'est-à-dire qu'on voit bien que les biens communs que j'ai définis au début, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à réguler, à gouverner, et là, même en écoutant tout le monde, on se dit on reste un peu sur sa faim parce qu'on voit qu'on en est encore un peu
au degré zéro dans ce domaine. Et l'exemple de l'hôpital que Gaëtan a cité plusieurs fois, qui pourrait être un peu une communauté, mais on voit bien que cette communauté a du mal à s'auto-gouverner, pour reprendre un langage type Ostrom. Voilà, merci. Merci à vous tous.